Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien les docteurs. Dans notre vidéo d'aujourd'hui au module de cardiologie, les bases d'interprétation de CG. On commence par un coup d'œil sur l'anatomie cardiaque, l'organe musculaire de 4 cavités, 12 oreillettes et 2 ventricules, et qui est spécifique du cœur et son automatisme. D'abord, on définit l'automatisme par sa capacité de produire des impulsions de façon spontanée et cyclique. Et la structure anatomique responsable de cet automatisme est le tissu nodal, qui est composé essentiellement par le nœud sinusal, le pacemaker, au niveau de l'abouchement de la veine cave supérieure, le nœud auriculo-ventriculaire au niveau du base d'oreillette droite, le faisceau d'Huys au niveau septal et les fibres de Burkini ventriculaires. Pour le pacemaker, on a deux. Les permanents, le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire, juste ces deux. Et les non permanents qui se répartissent un peu partout dans le cœur. Pour l'enregistrement de CG, on a besoin des électrodes. On les place selon deux dérivations. Premièrement, les dérivations frontales. Et on a deux, les unipolaires et les bipolaires, composés par des vecteurs orientés de négatif vers le positif. Les dérivations bipolaires, on a D1, D2 et D3. Et pour les dérivations unipolaires, on a AVR vers le membre supérieur droit, AVL vers le membre supérieur gauche et AVF pour le membre inférieur. Et pour les dérivations précordiales, on a principalement 6 dérivations antérieures, du V1 à V6. V1 placé au niveau du quatrième espace intercostal droit, V2 au niveau du quatrième espace intercostal gauche, V4 au niveau du cinquième espace intercostal gauche au niveau de la ligne médioclaviculaire, V3 entre V2 et V4, V5 au niveau du cinquième espace intercostal à la ligne axillaire médiane, V6 au niveau toujours cinquième espace intercostal au niveau de la ligne axillaire moyenne, V1, V2 explore le septum, V3, V4 explore la partie antérieure du cœur et V5, V6 explore la partie latérale du cœur. Il existe aussi des dérivations droites et des dérivations postérieures. On commence par les dérivations unipolaires. Commençons par D1 à 0 degré, D2 à 60 degrés, D3 à plus 120 degrés. Maintenant, les dérivations unipolaires. AVF à plus 90 degrés, AVL à plus 30 degrés et AVR à moins 150 degrés. Et on obtient le double triaxe de Bailey. Le double triaxe de Bailey a comme but de déterminer l'axe du cœur. L'axe du cœur normal est défini par un D1 positif à 0 degré et AVF positif à 90 degrés. Donc, l'axe normal du cœur est retrouvé dans ce quadrant. Si D1 est négatif, AVF positif, l'axe
ça sera dévié à droite. ICDA positive, AVF négative, l'axe du cœur, ça sera dévié à gauche. La cellule myocardique en état de repos, elle est positive en extérieur et négative à l'intérieur. L'appareil de l'ECG enregistre un potentiel de repos à moins 70 millivolts. Mais en état de dépolarisation, on obtient une inversion. À l'intérieur, ça sera positif et à l'extérieur, ça sera négatif. Le vecteur de dépolarisation sera orienté de négatif vers le positif, comme ça. Maintenant, si ce vecteur regarde vers notre électrode, ça va enregistrer une positivité. Mais si le contraire, elle va enregistrer une négativité. La dépolarisation est maintenue et l'onde se propage. Et toujours, le vecteur de dépolarisation est orienté de négatif vers le positif. Maintenant, c'est le temps de repolarisation. Dans le cœur, les dernières cellules qui se dépolarisent sont les premières cellules qui se repolarisent. Donc, en revenant à l'état normal, on aura une positivité à l'extérieur et négativité à l'intérieur. Positivité à l'extérieur et négativité à l'intérieur. Et comme le vecteur de repolarisation est aussi orienté de négatif vers le positif, elle sera orientée comme ça. Et on voit que les deux vecteurs de dépolarisation et de repolarisation ont le même sens. Donc, si notre vecteur voit notre électrode d'enregistrement, on va enregistrer une positivité, sinon une négativité. En appliquant ça sur le cœur et en supposant deux électrodes, V1 et V6. La dépolarisation des oreillettes et presque se déroule au même temps, deux oreillettes de OD vers le OG. Et la somme est orientée la plupart du temps comme ça vers D2. Donc, on enregistre une positivité en V1 et en V6. C'est l'onde P. Et des fois, on enregistre une négativité en V1. Le nœud auriculo-ventriculaire est responsable de passer l'influx nerveux des oreillettes vers les ventricules, avec un ralentissement pour un bon remplissage ventriculaire. Ce retard est représenté par un segment PR. Maintenant, c'est la dépolarisation septale. Comme une remarque, plus la cellule myocardique est grande, plus sa conduction est rapide. Et parce que le VG est physiologiquement hypertrophié par rapport au VD. Donc le septum de VG est hypertrophié physiologiquement par rapport au VD. Et donc la conduction au niveau du septum de VG est plus rapide par rapport au VD. Et à ce moment-là, le vecteur de dépolarisation septale est prédominé par celle de VG.
Et parce que la dépolarisation se fait de l'endocarde vers le péricarde, on enregistre un vecteur qui sera orienté de VG vers le VD. Ce vecteur regarde le V1, donc on enregistre une positivité R et en V6, on enregistre une négativité Q. Maintenant, c'est le moment de dépolarisation ventriculaire via le faisceau de Purkinje. La dépolarisation se fait de l'endocarde vers le péricarde. Et parce que la paroi du ventricule gauche est plus épaisse par rapport à la paroi de la ventricule droite, donc la longueur de vecteur de dépolarisation des VG est plus longue par rapport au VD. On fait la somme des deux vecteurs, à peu près c'est ça, et on dessine le vecteur résultant. Ce vecteur résultant, dans la plupart du temps, est orienté en D2. Ce vecteur résultant est le déterminant de l'axe du cœur. Il voit vers V6, donc on enregistre une positivité R et une négativité en V1S. Et on arrive à la dépolarisation des parties basales ventriculaires. Aussi, la dépolarisation est de l'endocarde vers le péricarde. Et on dessine la somme. Cette somme ne regarde pas vers le V6, donc on enregistre une négativité S. Et la somme est verticale par rapport en V1, donc on enregistre une ligne isoélectrique en V1. La dépolarisation est terminée. Et la repolarisation qui va se déclencher de péricarde vers l'endocarde. Le péricarde est le premier qui va se repolariser. Donc, on va enregistrer une onde positive à l'extérieur après une négative à l'intérieur. Et l'onde de repolarisation, le vecteur de repolarisation est toujours orienté de négatif vers le positif, donc vers l'extérieur. Et le même cas par rapport à l'autre ventricule. Donc, on va enregistrer une positivité T en V6 et en V1. Et comme ça, on aura PQRST, le P qui représente la dépolarisation des oreillettes, le complexe QRS, la dépolarisation des ventricules, et l'onde T, la repolarisation des ventricules et la repolarisation atriale, masquée par la dépolarisation des ventricules. Pour interpréter un ECG, il faut d'abord qu'il soit identifié et daté. On vérifie aussi le calibrage, vitesse, voltage. On passe au rythme. On définit le rythme sinusal par chaque
complexe QRS est précédé par une onde P positive en dérivation périphérique, avec un PR constant et dans ses valeurs normales. On passe à la fréquence cardiaque. On l'a déterminée par 4 méthodes. La première, on prend le complexe QRS qui tombe sur la ligne gras de gros carreaux. Et chaque ligne gras de gros carreaux suivant représente une fréquence cardiaque 300, 150, 100, 75, 60. Et on détermine le deuxième QRS où elle est, à peu près la fréquence cardiaque, combien est-il? La deuxième méthode, on divise 300 par le nombre de gros carreaux entre deux complexes QRS. La troisième méthode est, on utilise une réglette et on compte. Ces trois méthodes sont valables juste pour la fréquence et le rythme régulier. Pour les rythmes irréguliers, on a une autre méthode. On prend 30 gros carreaux qui représentent 6 secondes et on compte combien y a-t-il de complexes QRS dans ces 30 carreaux et on les multiplie par 10. En passant à l'auriculogramme, l'onde P, on l'étude en dérivation périphérique. On voit son axe. Sa durée qui ne doit pas dépasser 0,1 seconde. Son amplitude qui ne doit pas dépasser 2,5 mm. Et sa morphologie. La morphologie normale de l'onde P est convexe vers le haut et homogène. On peut trouver des ondes P bifides et diphasiques en V1 et aussi on peut les trouver des ondes P négatives en AVR. On passe au segment PR, on le compte de début de P au début de Q. Sa durée est entre 0,12 et 0,20 secondes. Aussi, on vérifie est-ce qu'il est isoélectrique ou bien sous ou sus-décalé. Le ventriculogramme. Pour la dépolarisation, on a le complexe QRS. On l'étude en dérivation frontale pour voir l'axe et l'amplitude en D1 et AVF. Le bon axe se trouve si D1 est positif et AVF est positif. Aussi, on voit sa durée. On la cherche dans le complexe QRS le plus large et elle est entre 0,08 et 0,1 secondes. Son amplitude en dérivation périphérique D1 et AVF, il est entre 5 et 20 mm et ne doit pas dépasser le 25 mm. Pour la morphologie, on la détermine sur les deux plans. Sur le plan frontal, D1, D2, on a une R ample et D3, S ample. Et pour les dérivations précordiales, on voit la progression des ondes S et R de V1 à V6. L'onde R s'augmente et l'onde S se diminue d'amplitude. Avec une zone de transition VR-V5, à peu près l'amplitude de l'onde R et de l'onde S sont égaux. On calcule l'indice de Sokolov. S en V1 plus R soit en V5 soit en V6 le plus ample. Le normal ne doit pas dépasser 25. Si ce indice est supérieur à 25, elle indique une hypertrophie ventriculaire gauche. Et pour l'indice de Cornell, R en AVL et S en V3, ces valeurs normales sont supérieures à 28 par rapport aux hommes et 20 par rapport aux femmes. La repolarisation ventriculaire. D'abord, on étude le segment ST, le début de S jusqu'à la fin de T. Et on voit est-ce qu'il est isoélectrique ou bien sus ou sous-décalé. On tolère
1 mm en dérivation frontale et 2 mm en dérivation précordiale. Au-delà de ces 1 et 2, elle est décalée. Pour l'onde T, on détermine son axe en dérivation frontale, sa morphologie. Elle est positive et asymétrique, sauf en aviaire V1 et D3, elle est négative. Pour l'enfant, l'onde T en V1 et V6, négative. L'amplitude de l'onde T ne doit pas dépasser le tiers de l'onde R. Pour la durée, elle est modifiée par la fréquence cardiaque. C'est pour ça on calcule le QT corrigé, qui est le QT calculé sur la racine carrée de RR. On le calcule entre V5 et D2. Ses valeurs normales est entre 380 et 440 millisecondes. Enfin, l'onde T qui est inconstante et on doit la différencier à l'onde P et les extrasystoles. Une autre observation, l'onde Q ne doit pas dépasser le tiers de l'onde R. On interprète ensemble cet ECG. D'abord, elle est datée et calibrée. On passe au rythme. Pour déterminer le rythme, on voit les dérivations périphériques. On voit les ondes P positives en D1, D2. Chaque onde P est suivie d'un complexe QRS. Chaque onde P est suivie d'un complexe QRS avec un espace PR est constant. Comment on calcule l'espace PR? On compte les petits carreaux de le début de P jusqu'au début de complexe QRS. 1, 2, 3, 4. 4 petits carreaux. Chaque petit carreau est de 0,04 millisecondes. Donc, on a 0,12 millisecondes et on est dans les normes. Aussi, on voit que le rythme est régulier parce que l'espace RR est constant. Maintenant, la fréquence cardiaque. On cherche un complexe QRS qui tombe sur la ligne gras d'un gros carreau. J'ai trouvé un complexe QRS. Après, on compte 300, 150, 100 et 75. Notre deuxième QRS est entre 75 et 100. Et elle est proche, beaucoup plus, 75. Donc, on dirait que la fréquence cardiaque est de 80 battements par minute. On passe à l'auriculogramme, l'onde P. On le voit dans les dérivations périphériques. La durée, on compte les petits carreaux. On a 1, 2, 2 et quelques. Chaque petit carreau est de 0,04, donc on a 0,08 à peu près millisecondes. Et la durée normale ne doit pas dépasser 0,1, donc on est dans les normes. Pour l'amplitude, elle ne doit pas dépasser 2,5 mm et on n'a même pas 1 mm, donc on est dans les normes. Pour la morphologie de la l'onde P, elle est normale, elle est convexe vers le haut. On passe l'espace PR, on a déjà calculé l'espace PR, elle est dans les normes, elle est isoélectrique. En arrivant au ventriculogramme, en dépolarisation, le complexe QRS. En dérivation périphérique, on prend le plus large pour déterminer la durée. On compte combien est-il de petits
carreaux, on a 2. Donc 0,08 millisecondes. Donc on est dans les normes. Pour l'axe, on voit D1. D1, le complexe QRS est positif. Et on voit AV positif. Donc, on est dans le bon axe. Pour l'amplitude, aussi en V1, on a 1, 2, 3, 4, 5 à peu près. Et pour la VF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est dans les normes parce que l'amplitude normale est entre 5 et 20 mm. Pour la morphologie, on le voit dans les dérivations précordiales. On vérifie de V1 à V6 que l'onde R augmente d'amplitude et que l'onde S diminue d'amplitude. Avec en V3 une zone de transition. Il y a un problème. L'indice de Sokolow. S en V1. On compte 5 et 5 10 carreaux. 1, donc 11, 12, 13, 14. S en V1 plus R le plus ample, 25, bien V6. Donc 10 plus 2, 12. 12 plus 13, 25. 25 inférieur à 35, donc on est dans les normes et on n'a pas d'HVG. Pour la repolarisation ventriculaire, les segments ST, ils sont isoélectriques avec l'onde T positive, avec une amplitude qui ne dépasse pas le tiers de R. Pour déterminer la durée de l'onde T, on doit calculer le QT corrigé entre le Q et la fin de la T. Et on le divise sur la racine carrée de RR. Voilà de façon globale comment on interprète un ECG. Voilà, j'ai terminé mon vidéo. J'espère que j'ai pu vous aider. Je remercie mes profs et je vous remercie pour votre attention. Bon courage, à tout à l'heure.